la neuroscience, les neurosciences sont aujourd'hui un élément qui nous ouvre, nous éclaire sur un certain nombre de mécanismes d'apprentissage, de transmission des connaissances. Et donc c'est au travers de cette connaissance des neurosciences que nous allons essayer de voir si l'environnement, puisqu'indépendamment de ce qu'est l'individu, l'environnement, son environnement personnel, son état d'âme, sa façon de vivre, mais aussi l'environnement, c'est-à-dire les supports qui lui permettent d'acquérir des connaissances, et en l'occurrence, on l'évoquait tout à l'heure, tout ce qui est aujourd'hui les nouvelles techniques de communication et d'information, en particulier avec le numérique, comment tout cela transforme, peu ou prou, la façon d'acquérir les connaissances. On va s'intéresser essentiellement, bien sûr, à l'adulte, puisque c'est la cible de l'ensemble de nos amis éditeurs, mais peut-être qu'il faut aller chercher quelques racines dans l'enfance pour comprendre l'adulte du lendemain. Voilà, donc je vais avoir le plaisir d'accueillir à la tribune nos 4 intervenants, si vous voulez bien nous rejoindre. Allez-y, venez. On va remettre M. Eustache ici, Mme Dagnou ici, parce qu'il faut un plan de table, autrement ça ne va pas le faire, M. Rodriguez et Mme Martinez. Voilà. Monique et Monique. Très bien. Voilà, donc comme toujours, on va commencer par un petit tour de table pour que vous connaissiez encore mieux les intervenants. Et puis ensuite, eh bien, on va voir, les origines sont très différentes, c'est ça qui est intéressant, comment en fin de compte ils peuvent nous éclairer sur ces transformations possibles du papier vers le numérique, du papier avec le numérique, du papier remplacé par le numérique, toutes ces hypothèses étant bien sûr possibles. Alors on va faire un petit tour de table assez rapide pour que vous nous expliquiez en fait en 2 minutes pourquoi est-ce que les organisateurs vous ont invité. Ça c'est quand même une chose extraordinaire. On va commencer par vous, Monique Martinez. Quel est votre secteur? Vous allez voir, on part dans un domaine très différent. Bon, je pense qu'on m'entend là, oui. Alors j'ai été invitée parce que je m'occupe d'un laboratoire commun, université-entreprise, avec une société que je ne présenterai pas ici, qui est Europa Organisation. Et nous sommes plutôt, je dirais, à contre-courant par rapport à cette problématique. Moi, je vais revendiquer haut et fort la nécessité du présentiel et de l'humain dans la formation. Et je suis spécialiste des arts. Et le modèle qui va beaucoup me porter, ça va être celui du théâtre et du spectacle vivant. Voilà, donc on est vraiment dans les arts, la langue et toutes ces choses-là qui peuvent nous paraître un peu loin, mais qui sont une façon, en effet, là aussi, de stimuler la connaissance. Alors on va dans l'ordre, absolument. Daniel Rodriguez, alors vous êtes connu de tout le monde, mais quand même... Daniel Rodriguez, je suis donc président des Elsevier Masson, une maison d'édition qui publie les contenus pour les chercheurs, les cliniciens, les professionnels de santé, sous plusieurs supports, des livres, des revues, des encyclopédies, et également sous plusieurs formats, essentiellement le print et l'électronique. Alors, pourquoi j'ai été invité? C'est une question que je me suis posée ce matin, en fait, en préparant la réunion, parce qu'effectivement, je ne suis absolument pas un spécialiste du cerveau, mais je crois que ma contribution aujourd'hui, ce sera d'évoquer finalement comment les éditeurs, et notamment les éditeurs de presse, ont évolué dans leur offre sur la formation médicale au cours, je vais peut-être dire, des 2-3 dernières décennies, et comment ils essaient d'adapter leur offre finalement à un secteur qui est en pleine mutation. Voilà, en quelques mots. Monique Dagnou, à vos côtés, sociologue. Alors, je pense que j'ai été invitée sans doute parce que je suis sociologue, mais plus particulièrement sociologue des médias, que j'ai travaillé sur l'histoire d'Internet, d'abord en travaillant sur ce que j'ai appelé le modèle californien, c'est-à-dire une façon de fonctionner dans la société à partir de la communication décentralisée, et aussi parce que j'ai mené plusieurs enquêtes sur les jeunes et les adolescents et la façon dont ils utilisaient les réseaux sociaux. Donc moi aussi j'étais surprise d'être conviée à cette table ronde, mais j'imagine que c'est pour cela. Ce que je veux juste dire, c'est que je suis de plus en plus conviée à des tables rondes dans des univers qui ne sont pas du tout ma spécialité, mais dans laquelle je rencontre des neurologues. Et j'expliquerai pourquoi, à mon avis, cette rencontre se fait maintenant et pas avant. Voilà. Très bien. Et Monique Dagnou a été également membre du CSA pendant un certain nombre d'années, donc une bonne connaissance de toutes ces arcanes.
Et puis Francis Eustache, alors qui lui est le neuroscience, la neuroscience à lui tout seul, spécialiste de l'imagerie. Vous le connaissez sûrement parce que dans le domaine de la mémoire, c'est une autorité internationale. Quelques mots. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis neuropsychologue, je ne suis pas neurologue. Non, mais je suis juste pour qu'on s'entende. Et alors pourquoi je suis là Parce qu'on m'a invité, Monsieur Kahn m'a téléphoné. Je crois qu'on est dans des métiers où l'amitié, les rencontres comptent beaucoup. C'est tout de même une chance. Et puis, je suis neuropsychologue. Je dirige une revue. Je suis rédacteur en chef d'une revue, la revue de neuropsychologie. Et puis, je travaille sur la mémoire humaine, donc, qui est un sujet, je pense, qui est important pour nous tous. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à travailler, j'étais jeune clinicien avec les débuts de l'imagerie cérébrale. Et donc, j'ai emboîté le pas avec ces techniques. Voilà. Alors justement, on va rester avec vous parce que pour planter le décor, rien de tel que de parler justement de ce qui peut aujourd'hui nous faire comprendre ces notions d'acquisition des connaissances et d'apprentissage. En quoi aujourd'hui le cerveau a livré un certain nombre d'informations, et ce grâce à l'imagerie médicale? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'imagerie médicale qui révèle un certain nombre de choses dans le fonctionnement du cerveau? Alors, l'imagerie médicale cérébrale. Hein, on va se Cérébrale, contenter, oui, soyons focalisés sur le cerveau, ça suffira pour ce soir. On va réduire absolument. un peu le champ, sinon il va me falloir pas 3 minutes, mais 3 heures. Donc, l'imagerie cérébrale, ce sont bien sûr des techniques que vous connaissez, soit vous en avez bénéficié, soit vous en avez parlé, vous avez des informations sur ce sujet. Et c'est un domaine qui a beaucoup changé la recherche sur le cerveau. C'est-à-dire que si on se concentre essentiellement sur le cerveau humain, les connaissances sur le cerveau humain, elles étaient dérivées jusque dans les années 70-80, essentiellement de la pathologie. C'est-à-dire qu'on visualisait des lésions et puis on mettait en correspondance avec des modifications du comportement, de la cognition, de la mémoire en l'occurrence. Et puis il y a eu quasi une révolution dans les années 1980. Il n'y a pas une date précise parce que ce sont des différentes techniques qui sont devenues de plus en plus performantes. Il y a un aspect technique. Et puis, avec ces techniques, on a pu visualiser l'activité du cerveau pendant qu'un sujet, ou plutôt un groupe de sujets, parce que pour des raisons statistiques, on avait besoin de travailler avec un groupe de sujets, pendant que ce groupe de sujets réalisait des tâches, et notamment des tâches de mémorisation, par exemple encoder une information, restituer une information. Et ça, c'était complètement nouveau, donc on a pu comme ça visualiser les réseaux qui sont impliqués dans la mémoire, dans différents processus de mémoire. Et alors, ça ne s'est pas fait tout seul parce que les techniques au départ étaient assez rudimentaires. Il a fallu que ces techniques se perfectionnent, que les analyses statistiques se perfectionnent également. Ça, c'est très important et beaucoup plus récent. Et puis que les paradigmes que l'on utilisait pour étudier la mémoire deviennent aussi de plus en plus sophistiqués. Parce qu'au début, je me souviens, dans les années 80, c'était assez curieux parce que les premiers paradigmes, à l'époque, c'était la tomographie par émission de positons. C'était une technique de médecine nucléaire qui était utilisée. On injectait un produit radioactif. C'est vraiment toute une époque. Et au départ, on était surpris parce qu'on ne retrouvait pas les grandes structures cérébrales impliquées dans la mémoire, dont il y a une structure qui est incontournable, qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, on a un hippocampe droit, un hippocampe gauche. Ça ressemble un petit peu à la petite bête, l'hippocampe, qui vit dans la mer, avec une tête un peu de cheval et puis une queue enroulée sur elle-même. On ne trouvait pas l'hippocampe. Alors c'était un peu la panique chez les chercheurs en neurosciences. Et en fait, pourquoi? Alors il y avait des raisons techniques, parce que c'est une région un petit peu difficile à explorer, mais il y avait surtout que nos paradigmes, les comparaisons que l'on faisait, on croyait comparer une situation de mémoire avec une situation qui n'était pas de mémoire. Je schématise un petit peu. Puis en fait, le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Si on lui présente une information, il mémorise l'information. Et il a fallu passer par des techniques, vous voyez, beaucoup plus sophistiquées pour arriver à capter l'hippocampe. Et puis, je vous rassure, on a retrouvé l'hippocampe au bout d'un certain temps. Et après, on a montré à nouveau que cette région du cerveau, elle était essentielle, y compris dans ses activités avec des Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'IRM et l'IRM fonctionnel qui vous sert le plus? Alors,
la grande période, le début de l'imagerie cérébrale, c'était la tomographie par émission de positons avec ses premières techniques d'activation. La tomographie par émission de positons, elle est toujours essentielle aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus appliquée pour comprendre des pathologies. C'est-à-dire qu'on va utiliser différents biomarqueurs pour comprendre, par exemple, la dernière avancée majeure, c'est la visualisation des plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer. Donc ça, ce sont vraiment des acquis très très importants, parce que ça permet de mettre le doigt sur des processus physiopathologiques de grandes maladies. Par contre, tout ce qui est imagerie dite d'activation, c'est beaucoup plus l'IRM, donc qui est une technique ancienne, mais qui va être appliquée alors à partir du milieu des années 90, qui va être appliquée en recherche, et puis les choses se sont beaucoup... les paradigmes se sont affinés dans les années 2000, avec à la fois toujours des tâches d'activation, mais également ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel au repos, où on demande au sujet de ne rien faire de particulier. Et on va mesurer, là ce sont plus les analyses statistiques qui sont en aval, qui sont très importantes. On va mesurer les différents réseaux cérébraux qui sont impliqués dans des activités extrêmement diverses et comment ces réseaux se synchronisent. Donc on passe d'une vision du cerveau assez pointilliste, vous voyez, on recherchait des régions du cerveau qui étaient différentes dans une tâche par rapport à une autre tâche. On abandonne cette vision-là et on explore une vision du cerveau beaucoup plus distribuée, où on voit qu'en fait, ces régions cérébrales, eh bien, elles sont impliquées dans de multiples tâches, elles se superposent en quelque sorte, elles se synchronisent. Et on voit arriver aussi cette notion de temps. C'est-à-dire qu'il y a l'espace et il y a le temps. Et pour comprendre l'activité du cerveau, il y a ces deux aspects-là qui sont extrêmement importants. Donc on part sur des analyses statistiques dites multivariées. Beaucoup plus, l'imagerie cérébrale en neurosciences devient beaucoup plus complexe sur le plan des logiciels qui sont derrière la compréhension de cette activité-là. Mais en même temps, c'est une vision du cerveau, je pense, qui est beaucoup plus juste que celle qui avait été utilisée lors des premières recherches. Alors, quand on parle en fait d'apprentissage et de formation, la mémoire joue un rôle, bien sûr, j'imagine, prépondérant. Est-ce qu'en fin de compte, on pourrait dire que mémoire égale apprentissage ? Apprentissage sont des mots en fait qui ne sont pas si faciles à définir que ça. La mémoire, c'est ce qui permet d'encoder, de maintenir et de restituer des informations. Ça, vous voyez, on n'est pas très loin de l'apprentissage quand on dit ça. Mais en fait, la mémoire, c'est plus large encore. C'est plus large. Il y a différentes formes de mémoire. Il y a ce que je vais automatiser, des savoir-faire que je vais automatiser. Ça fait partie de la mémoire. Et là aussi, on est près des apprentissages. Mais c'est aussi la mémoire, c'est aussi des connaissances que j'ai sur le monde. Donc certes, je les ai apprises, mais ça prend une dimension plus importante que l'apprentissage initial. Et puis c'est aussi comment, personnellement, comment moi, il faut parler de soi, ça c'est ma mémoire personnelle, ma mémoire dite épisodique, comment je me situe personnellement dans un monde que j'essaie de comprendre, j'essaie de me situer dans ce monde qui évolue, comment je me situe dans ce temps qui passe et dans ce monde qui évolue. Alors tout ça c'est la mémoire. Alors que l'apprentissage, on va plutôt mettre la focale sur certains moments où on apprend quelque chose de nouveau, vous voyez. Mais en fait, ça a l'air très simple, cette relation mémoire-apprentissage. Ce qui est sûr, c'est que ce sont deux termes qui sont apparentés. Par contre, les discriminer à tout prix, ce n'est pas forcément si simple que ça. Alors l'apprentissage, bien sûr, quand on va penser à apprentissage, on va penser beaucoup à l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas quand on est adulte, mais enfin, les apprentissages chez l'enfant sont quand même essentiels. Et là, c'est la période la plus productive ? Comment ? C'est la période la plus productive chez l'enfant ? C'est une période essentielle parce qu'on part de rien ou quasi rien, et en quelques mois et en quelques années, c'est tout de même extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, mais ça ne remet pas en cause le fait qu'on continue d'apprendre. Rassurez-nous. On est bien d'accord là-dessus. Mais alors, pour revenir à l'imagerie cérébrale, l'imagerie chez l'enfant a été extrêmement tardive, par contre. Donc, vous voyez, les chiffres que je vous ai donnés, les dates que je vous ai données, j'ai parlé des années 70 pour vraiment les rudiments, et puis le PET scan, ce qu'on appelle le PET scan, la tomographie par émission de positons, ça s'est développé dans les années 80, début des années 90, puis après ça a été l'IRM.
Mais tout ça, c'était chez l'adulte. Disons qu'il y avait certaines études qui étaient faites chez l'enfant, mais c'était dans des conditions très particulières. C'était des enfants qui étaient malades, c'était des épileptiques ou des pathologies de l'enfant comme ça. Et donc l'imagerie permettait de comprendre les maladies, puis on extrapolait, disons, au fonctionnement normal. Mais c'était quand même un peu critiquable, dans le sens où c'était tout de même des patients qui avaient des lésions du cerveau, qui avaient un cerveau différent des enfants sains, quoi, des enfants typiques, hein, on dit. Et par contre, avec l'IRM, l'arrivée de l'IRM, on a pu utiliser l'IRM parce que c'est totalement non invasif, atraumatique chez des enfants. Et là, les progrès sont considérables depuis une petite quinzaine d'années, quoi. Et là, il y a vraiment beaucoup de travaux qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que la maturation du cerveau chez les enfants. C'est essentiel pour comprendre comment la mémoire se met en place, comment les apprentissages sont possibles. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause ce que décrivaient les psychologues qui n'avaient pas ces outils-là, mais disons que ça complète. Mais est-ce que ça change la façon d'enseigner, par exemple ? Est-ce que les travaux et les mises en évidence des circuits ont fait que les enseignants se sont penchés, se sont rapprochés des équipes comme la vôtre, en disant on va modifier notre façon de faire. Et la question qui va derrière, c'est est-ce que le support, que ce soit le papier, que ce soit du numérique, est-ce que ça modifie les zones qui s'allument, les circuits qui se créent ? Alors, votre question, elle est importante, et je ne fais pas de scoop, surtout pas de scoop sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très important. Moi, je suis comme madame, j'aime bien je pense que vous tous, j'aime bien les tables rondes, j'aime bien les échanges avec d'autres professions. Je pense que c'est vraiment très, très utile. C'est très utile de croiser nos compétences, mais il faut être respectueux de chacun. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, et de plus en plus, les neurosciences peuvent apporter quelque chose, mais peuvent apporter quelque chose dans le sens où il y a une interaction. En même temps, les neuroscientifiques qui veulent vraiment participer à l'évolution de l'éducation, des pratiques éducatives, ces neuroscientifiques, ils doivent aussi se rapprocher des éducateurs, des pédagogues. Sinon, c'est un savoir plaqué qui n'a pas d'intérêt. Mais il y a effectivement des équipes qui travaillent au quotidien dans des écoles, des neuroscientifiques. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Lyon, notamment. Je pense aux équipes de Stanislas Dehaene ou des collègues de l'Institut de Lyon. Et je pense que oui, la réponse est oui, mais vous voyez, c'est pas un oui péremptoire en disant tout va changer. Non, c'est un élément de plus, une clé de plus à proposer. C'est un élément, et je pense que si le dialogue se fait dans de bonnes conditions, moi je pense que c'est extrêmement intéressant quand ça se fait dans le cadre d'un dialogue, mais c'est vraiment quelque chose qui doit marcher dans les deux sens, quoi. Alors on va revenir après pour entrer un petit peu plus dans le détail, puisqu'on a une connaissance classique, c'est de dire en fin de compte c'est la nuit, pendant le sommeil, qu'en fait on acquiert réellement, on fixe les choses, donc on va revenir là-dessus. Mais je voudrais on voit avec Monique Dagneau, elle l'a évoqué tout à l'heure, cette notion de modèle californien. Donc c'est vrai qu'on s'est dit modèle californien, ici, pourquoi et vous avez évoqué là en effet une nouvelle forme de communication basée sur l'individu. Donc racontez-nous, d'ailleurs vous avez commis un livre sur ce sujet qui s'appelle Modèle californien, comment l'aspect collaboratif change le monde, chez Odile Jacob. Voilà, j'ai fait la petite minute de pub, donc vous pouvez l'acheter. Mais voilà, surtout, qu'est-ce que c'est ce modèle californien ? En fait, pour le dire d'une boutade, je dirais que le modèle californien, c'est le legs qu'ont laissé les baby-boomers, c'est-à-dire des scientifiques, des militants, des informaticiens, des innovateurs de l'après-guerre. Donc c'est le legs qu'a laissé la génération des baby-boomers aux jeunes d'aujourd'hui qui se sont appropriés les techniques de communication décentralisée. Alors en fait, il faut vraiment repartir au point dans l'après-guerre, quand finalement on a mis au point d'abord des gros ordinateurs, puis ensuite des ordinateurs personnels, comment les individus ont projeté, imaginé de communiquer les uns avec les autres à travers leur ordinateur et de communiquer en réseau. Et ce modèle californien, j'y viens, il est fondé en fait sur un vrai projet de société qui est aujourd'hui la société dans laquelle vous vivez et qui fonctionne, alors je reconnais que c'est un peu facile, sur 3 questions de fruits libres. Alors, fruits,
c'est-à-dire l'individu libre, autonome, doté de ce qu'on appelle un empowerment grâce à sa possibilité de communiquer directement avec les autres sans intermédiation et donc de faire des projets, de monter des opérations, de faire des entreprises, etc. Donc c'est le premier point, free, l'individu. C'est un saut supplémentaire dans l'histoire de l'individu des sociétés occidentales. Le deuxième point, c'est free speech. Et alors, je l'ai d'autant plus perçu qu'ayant été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme vous l'avez indiqué, quand j'ai quitté le CSA, je me suis aperçue que l'univers des médias et la façon dont on pouvait le réguler s'était complètement transformé en très peu d'années, parce que free speech, ça veut dire libre circulation des flux d'informations sans entrave, et pratiquement sans entrave juridique, même si on essaye péniblement d'en mettre. C'est quand même le contraire du CSA, non ? C'est le contraire du CSA, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressée juste après, parce que j'ai une chance inouïe dans ma vie de sociologue, c'est que j'ai terminé ce fameux mandat de CSA en 2000, au moment où explosait la culture digitale. Et donc, je me suis dit que vraiment, c'était une occasion merveilleuse pour une sociologue de comprendre le monde dans lequel on était en train d'entrer. Donc, le deuxième point, c'est free speech. Et le troisième point, c'est free of charge, c'est-à-dire gratuit. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette culture-là, une notion de gratuité, non pas spécialement de gratuité économique, même si ça Daniel joue. Rodriguez est en train de faire un malaise, mais c'est pas grave. Allez-y, continuez, c'est pas grave, allez-y. J'ai dit non gratuité, mais de culture du partage, parce que c'est l'éthique des hackers qui ont été tout à fait à l'origine du développement de ce réseau qu'aujourd'hui on appelle Internet. Donc vous avez 3 points, free speech, free of charge. Et le troisième, je rajouterai à ça, qui alors est peut-être moins séduisant, ou plus, il y a l'idée de disruption, c'est-à-dire l'idée de rentrer dans des technologies qui changent complètement une société, et notamment, il faut bien le dire, qui changent des marchés, qui changent des modèles d'affaires. Donc rapidement, ce modèle californien, c'est devenu aussi une matrice de la société irriguée par de l'économie marchande, mais aussi avec cette notion de gratuité que j'essaierai d'expliquer si vous m'en donnez le temps. Et puis ensuite, il y a d'autres... Cette notion de gratuité, elle est très, très, très importante parce qu'elle renvoie plutôt qu'à la gratuité marchande, donc le fait que tout doit être gratuit. Mais cela dit, la presse, elle a beaucoup subi cette affaire de gratuité, effectivement. C'est l'idée du don contre don, c'est-à-dire qu'on ne peut faire des choses qu'avec les autres, l'idée d'une réciprocité créatrice. Alors, et cette notion de gratuité, il y a un livre célèbre d'un auteur qui s'appelle Free Anderson, qui est un des gourous de la Silicon Valley, et qui s'appelle Free, et qui donc propose des solutions différentes, par exemple pour financer la presse ou les contenus culturels, d'autres voies. Et donc, du coup, c'est un modèle dans lequel il y a beaucoup d'éléments qui sont à discuter, mais si vous mettez bout à bout cette affaire-là, vous avez une société dans laquelle les individus échangent différemment auparavant, ont des représentations différentes, un imaginaire politique, une façon de fonctionner dans la société, une façon évidemment de s'informer. Et quand on parle de société de nouveau monde, par exemple le dernier livre de Marcel Gauchet, qui est un philosophe avec lequel j'aime bien travailler, il parle du monde nouveau et tout le monde maintenant utilise cette formule-là. En fait, c'est au point de départ la résultante de tout un ensemble de transformations, la rencontre de la contre-culture et d'innovation technologique de l'après-guerre. C'est pour ça que je dis c'est plutôt le legs de la génération vieillissante qui part à la retraite aujourd'hui à la génération nouvelle. Parce que la génération nouvelle, elle est rentrée dans ce modèle de société au moment, plus que les autres générations, pour s'éduquer, pour s'informer. Elle n'utilise presque que la culture digitale pour accéder au contenu savant ou pas savant. Et donc, du coup, c'est elle qui a donné son sens, finalement, à cette technologie. Les réseaux sociaux se sont énormément développés au départ sur l'activité de la jeunesse. Bon, aujourd'hui, en fait, finalement, ça devient
une culture commune, hein, que toutes les générations s'approprient. Mais au point de départ, ça a été véritablement une expérimentation, parce que les jeunes sont toujours plus sensibles, ont plus d'appétence pour les nouveautés technologiques. Ça, c'est une récurrence dans les sociétés. Et donc, du coup, c'est eux qui ont donné son sens à cette révolution technologique. Alors, on va dire un mot justement sur la gratuité, parce que dans ce que vous racontez et dans le livre, c'est plutôt une notion d'hypercapitalisme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quand même ce qui nous guide aujourd'hui, en grande partie, dans le monde. Et par contre, vous, à l'autre bout de la chaîne, vous dites gratuité. Comment est-ce qu'on fait cohabiter tout ça? Bon, d'abord, il y a plein de médias qui aujourd'hui sont gratuits. Hein. La télévision, elle est prétendument gratuite. Vous y accédez directement. Elle est financée par la publicité. Non, je suis d'accord, bien sûr. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais dans le conseil de surveillance du Monde et j'ai vu le virage pour la presse imprimée, ce que ça représentait. C'est-à-dire que brusquement, vous avez un modèle économique fondé sur les abonnements ou sur la vente. Et après, en fait, tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, vont de plus en plus s'informer sur les sites numériques. Or, les sites numériques, c'est extrêmement difficile de les faire se rémunérer. Maintenant, vous avez une partie des lecteurs qui sont abonnés aux journaux numériques, mais la plupart des individus, ils accèdent à des contenus gratuitement. Donc déjà, il y a ça. Mais alors le gratuit, donc c'est ce que c'est devenu dans le monde marchand, c'est-à-dire dans le monde capitaliste. On essaye de proposer pour une part du gratuit, des contenus gratuits, même si à côté de ça, on va proposer, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir ce qu'on appelle une offre premium. C'est un plus. Bon. Donc il y a cette combinaison. Dans le monde d'aujourd'hui, même pour les activités marchandes, il doit toujours y avoir une part de gratuité. Et au départ, la gratuité, dans l'idéologie des hackers, les hackers ont développé le réseau, ont fait découvert des logiciels, du software. Et à chaque fois, ils ne le faisaient pas breveter, ils donnaient aux autres le fruit de leurs informations pour faire progresser ce fameux réseau. Et donc, quand je parle du gratuit, ça renvoie aussi aux origines de l'Internet, avec cette idéologie du gratuit, qui d'ailleurs a un peu fondé sur l'idéologie le monde universitaire. Le monde universitaire échange et bénéficie beaucoup d'échanges gratuits, parce que justement, ça permet de faire progresser la connaissance. Donc, au départ, vous avez une notion de gratuité qui est une notion de partage avec une finalité qui est une finalité sociale. Et c'est devenu, dans le monde marchand, une façon de proposer des contenus avec une rémunération qui est plutôt indirecte. Voilà. Voilà, on va revenir là-dessus parce que j'imagine que ça sera l'objet d'un certain nombre de questions de votre part. On va aller donc maintenant vers Monique Martinez parce que l'expérience que vous allez nous raconter en fin de compte entre l'université et l'entreprise, qui est quelque chose qui est assez classique aujourd'hui, était dans l'esprit en fait de transformer en quelque sorte la transmission du savoir, d'avoir une approche totalement différente de l'approche traditionnelle qu'on a tous vécue. Alors racontez-nous comment vous vous êtes mariés avec le privé. Bon, alors effectivement, on a depuis 6 ans maintenant, on collabore, donc l'Université de Toulouse et Europa Organisation collaborent autour d'un objet, le congrès, le Média Congrès, pour renouveler les formes de transmission de savoir par les outils de l'art et de l'intermédialité. Donc justement, là, on va retrouver toutes les problématiques qui nous intéressent, c'est-à-dire le lien entre présentiel, numérique, digital, etc. Alors, pour Europa Organisation, il s'agissait justement, face à la révolution numérique, eh bien, de repenser donc l'objet congrès et de construire peut-être une galaxie très étendue, intégrant le congrès et puis aussi les cours en ligne. Et surtout pour donner au congrès une véritable dimension socio-éducative. Parce qu'il était fondamental que le congrès soit questionné dans son statut et dans sa nature même. Alors pour l'université de Toulouse, qui est pour le laboratoire spécialiste des arts, toutes disciplines auxquelles j'appartiens, il s'agit de prouver que l'art a une véritable fonction pour l'innovation, que l'artiste peut être un agent d'innovation, que l'art a une valeur sociétale et que donc la recherche en création, qui est une façon de produire du savoir qui est actuellement en débat au niveau international, pouvait produire donc des choses intéressantes et notamment dans la transmission des savoirs. Et nous avons plusieurs programmes à Santé où justement nous travaillons depuis les pratiques artistiques. Alors peut-être pour parler, je dirais que nous sommes partis de l'idée que pour la transmission des savoirs au XXIe siècle, il n'y avait plus de relations verticales possibles, qu'il n'y avait plus de hiérarchie entre l'apprenant et le sachant,
qu'il y avait un enjeu très, très fort et fondamental d'appropriation des savoirs dans la société et numérique, ce qui pose d'ailleurs le problème du savoir qui est diffusé sur Internet, qui est légitimé, et son lien bien sûr avec la transmission en présentiel du savoir. Et qu'il était évident que les deux pôles, sachants et apprenants, qui pouvaient être en interaction de façon présentielle, étaient sans cesse se nourrissaient l'un l'autre, qu'on était plus dans une volonté de co-construction du savoir qui permettait justement l'émergence de nouveaux savoirs et qu'on ne devait plus réfléchir en termes vertical de transmission. Donc là, vous dites la même chose que Monique Gagnon, c'est-à-dire que rien n'appartient à personne, mais c'est la création commune. Oui, c'est la création commune. Et on est bien d'accord, on a bien compris. C'est surtout c'est la création des savoirs, mais dans l'expérience. Ça, c'est très important. Dans le moment vécu et partagé, ça, c'est très important. Donc, le rôle de l'art dans l'apprentissage, alors je suis loin d'être la seule à avoir exploré, et notamment des chercheurs dans les domaines des neurosciences l'ont fait. Je citerai le professeur Changeux, qui a un très beau livre. Il a plusieurs livres sur cette neuroscience de l'art. Mais le dernier livre, La beauté dans le cerveau, en 2016, est très intéressant. Il dit que l'art est une modalité particulière, justement, dans le fonctionnement du cerveau. Alors, j'ose pas dire des mots que j'allais dire, parce que je pense que je serais très imprécise par rapport à... Après, mais qu'il y a donc un travail de synthèse de la perception vers la conscience qui est très particulier dans l'œuvre d'art, dans le Global Neuronal Workspace. Et donc, on a l'œuvre d'art, c'est ce qui fait que l'œuvre d'art nous touche si profondément. On ne sait pas pourquoi, c'est au-delà du rationnel. Il y a comme c'est une très jolie formule, il parle d'ignition explosive. Voilà, donc on a une espèce comme ça de fulgurance ou de transcendance qui fait que l'art nous habite et nous permet d'aller plus loin. Alors bon, sans dire que la transmission des savoirs ou la formation, on aimerait bien, mais combien d'entre nous ont dit « Ah, ce professeur m'a toujours fasciné, c'est grâce à lui que cette vocation a été déclenchée ». Je crois que nous pensons que les outils de l'art sont transférables dans l'expérience de l'apprentissage et dans la formation des adultes. Les stimuli émotionnels vont permettre d'habiter ou d'adhérer à une information, voire même de la construire. Alors, nous travaillons beaucoup sur la notion de coprésence telle que l'éprouve le spectacle vivant et notamment le théâtre. C'est-à-dire que nous faisons très attention, nous éprouvons, nous apprécions le régime auditif, par exemple dans une session de formation, la voix de l'intervenant, la modulation, l'intensité, les sons des supports numériques qui sont utilisés. Donc finalement une mise en scène auditive. Nous insistons beaucoup aussi sur les régimes visuels. Comment est construit l'espace de la session de formation? Comment est le corps du conférencier dans ce dispositif? Comment il se déplace dans la salle, quelle est la proxémie, c'est-à-dire la distance des personnes en interaction, l'intersensibilité qui est très importante aussi, le fait de percevoir par les sens, les images projetées, les PowerPoint. Et pour cela, nous adoptons un regard intermédial. Alors l'intermédialité, c'est un courant de pensée qui nous est venu du Canada. On a un centre magnifique au Canada dirigé par Éric Méchoulan, qui prend en compte, donc le regard intermédial peut prendre en compte dans des sessions de formation les différents types d'impulsions nerveuses pour justement opérer un design de session qui prenne en compte aussi bien l'émotionnel que le rationnel. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'agencer divers supports pour stimuler émotionnellement les participants à la formation. Alors nous, on est pour des dispositifs ouverts et non pas des programmes de formation, parce que ça, je pense que vous ne me contredirez pas, mais chaque cerveau est unique. Chaque cerveau se construit à la base d'un capital qu'il construit au fil du temps, culturel, et qui fait qu'il est nécessaire de laisser la liberté à chaque apprenant pour pouvoir approprier le savoir. Donc là, les techniques de pédagogie inversée sont déjà bien stabilisées maintenant, mais c'est très important. Et là, je finis, je dirais juste que je pense que dans un processus de formation, le digital ne suffit pas. L'apprenant doit être en interaction avec l'humain à un moment donné, avec son corps réel. Je pense que c'est très important. Il y a, alors là je citerai Thierry Gaudin, je ne sais pas si vous le connaissez, et son livre L'impératif du vivant, où il dit que la spécificité de l'homme, en tant qu'être d'information, est d'être connecté aux autres. Et que donc on recherche toujours à donner forme à la matière, mais en lien avec d'autres personnes. Et donc je pense que l'art a cette capacité à nouer, je dirais, un lien empathique avec la connaissance. On a trois fonctionnements de la reconnaissance dans le cerveau. C'est l'alerte, l'empathie, la conceptualisation. Et l'empathie,
elle est nécessaire, disons, à la survie de l'humanité, et elle peut créer ce lien affectif, notamment avec le neurone miroir. Alors plus on est en empathie avec justement la personne qui va nous transmettre le miroir, plus on peut habiter le savoir et qui n'est pas quelque chose de figé, qui n'est pas quelque chose de mort, mais qui est en perpétuelle évolution. Alors par rapport au digital, oui, il est évident que tout évolue, qu'il faut intégrer les nouvelles technologies, mais je crois que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut construire des dispositifs intermédiatiques où cohabitent tous les supports possibles, ce qui peut être le présentiel, le digital, d'autres formes de communication, mais en tout cas, il faut toujours que la formation soit interactive, individualisée et fondée sur l'intersensibilité, c'est-à-dire sur l'art. Voilà, enthousiaste, hein. Enthousiaste, bravo. Mais on va revenir sur tout ça, parce que c'est quand même des éléments très, très importants. Mais je rebondis, Daniel Rodriguez, pardonnez-moi, je reviens vers Francis Eustache, parce que quand même, quand on a une transmission, en effet, de la connaissance, on se dit, bon, il y a un certain nombre de choses structurées qui vont éventuellement allumer des petites choses. Quand on parle d'art, on se dit, c'est plus quelque chose d'émotionnel. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui va forcément faire acte de formation, mais acte de construction dans la tête. Je parle de façon simple, hein. Donc, est-ce que, quand on est face à une œuvre d'art, on allume des circuits identiques à ceux d'un apprentissage traditionnel dans un cours, par exemple, quand vous êtes face à un prof? Je viens de Normandie, donc je vais vous dire oui et non. Très bien, ça me rassure. Oui, parce que j'ai devant moi, bon, je regarde des affiches ici. Bon, ce sont des affiches assez figuratifs, mais donc j'ai des informations perceptives. Donc j'ai bien sûr tous les centres perceptifs qui vont s'allumer, comme vous dites. Et puis ces affiches, elles ont du sens, elles renvoient à un certain passé, etc. Et en même temps, et là je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, en même temps, j'ai une relation, alors pas forcément empathique avec le bonhomme Michelin, mais ce que j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre ce qu'a voulu dire l'artiste. Il y a toujours ce lien. Nous sommes des êtres sociaux. Hein. Ce qui est indispensable, c'est de comprendre ce que veut dire l'autre, ce que ressent l'autre et ce que pense l'autre. Et c'est aussi ce que je fais en vous regardant. Bon, vous êtes nombreux, mais puis l'éclairage n'est pas forcément propice, mais ce que l'on fait en permanence, c'est ça, c'est qu'on essaie de décoder. Alors, donc ça, c'est pareil, oui. Et alors, le non, c'est que dans l'art, il y a en plus une dimension émotionnelle qui est plus importante que pour d'autres types de stimuli. Hein. C'est un élément en plus. Puis il y a évidemment beaucoup d'autres vecteurs qui font aussi qu'en neurosciences, on s'intéresse aussi à l'art pour soigner les gens. Et c'est vrai que c'est une dimension qui est relativement résistante aux maladies. Et ça aussi, c'est un domaine très intéressant qui montre que, on parle de régions qui s'activent, mais en fait, l'art va concerner des régions cérébrales extrêmement étendues. Et tout s'allume. Alors, tout s'allume pas forcément en même temps. On rejoint ces fameux réseaux, hein, tout dépend de ce qu'on fait. On avait fait un travail très, très ancien. C'était une des premières études en TEP. On avait fait à Londres avec Richard Fakoviak, dans un des plus grands labos à l'époque en imagerie cérébrale. Et c'était avec la musique. On a beaucoup travaillé avec la musique et avec les mêmes morceaux de musique qu'on proposait c'était des jeunes volontaires. Et on leur demandait d'orienter leur attention soit sur la hauteur, soit sur le timbre, soit sur la signification des morceaux qui étaient écoutés. Et on voyait des activations extrêmement différentes, alors que les morceaux étaient les mêmes. Vous voyez, c'est vraiment le cerveau qui décide. Alors, on revient vers vous, Mme Daniel Rodriguez. Il y a une évolution claire qu'on voit chaque année, on en discute, savoir l'offre éditoriale est un peu différente. Est-ce qu'on tend vers ce modèle californien? Je ne crois pas. Je ne crois pas, pardon. Ah. Alors, c'est vrai que moi, mon métier, en fait, c'est de produire du contenu de qualité et de le proposer à un lectorat qui va estimer qu'il a besoin de ce contenu pour, d'une manière générale, se former et améliorer ses pratiques, etc. Donc c'est vrai que
J'écoutais attentivement. On n'est pas dans, enfin mon métier, enfin notre métier, puisque ici je suis d'une certaine façon le porte-parole des agents du SPED, c'est vraiment la production de contenu. Ça n'empêche pas d'être innovant, je pense, et c'est vrai que si on regarde un petit peu en arrière et sur les différentes façons dont on a délivré ce contenu, je dirais qu'il y a eu 2 grands cycles. Le premier cycle, c'était la mise à la disposition de contenu exclusivement papier, un lectorat qui l'achetait ou pas, et qui donc c'était des contenus qui étaient les mêmes pour tout le monde. Et c'est un modèle qui a perduré enfin jusqu'à environ une trentaine d'années. Ensuite, avec l'essor d'Internet, on a eu des nouvelles fonctionnalités. Donc, à l'offre papier, on a ajouté une offre multimédia, avec des vidéos, par exemple, ou d'autres types de contenus multimédia. Et surtout, des possibilités de tester ces acquisitions de connaissances, en fait. Il y avait 2 modules, un module d'acquisition via papier ou multimédia, et un module destiné toujours au lectorat qui permettait finalement de mesurer leur acquisition de connaissances. Et je pense que nous sommes maintenant dans un 3e cycle, enfin, on va l'appeler comme ça pour schématiser, où en fait, c'est quelque chose qu'on voit d'abord aux États-Unis comme bien souvent, et qui est lié finalement à l'avènement et au progrès technologique, où on va vers un cycle de formation, j'allais dire, qui est basé sur 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est la simulation, c'est-à-dire la capacité de mettre en situation, on va dire, réaliste un certain nombre de personnes, mais de manière individuelle, pour acquérir des compétences ou de l'expérience, mais j'allais dire dans un champ pas expérimental, mais dans un champ un peu qui ne correspond pas à la situation réelle. Ça c'est quelque chose qu'on essaie qu'on constate et qui est en train de se développer aux États-Unis. Et le deuxième élément qu'on constate également, et qui viendra probablement en France dans quelques années, c'est la personnalisation de l'apprentissage. En fait, il y a un concept américain, je ne sais pas trop comment le traduire, qui s'appelle l'adaptative learning, qui s'appuie sur l'idée que finalement, l'apprentissage doit être individualisé, et que chacun doit apprendre en fonction de son profil, de sa disponibilité et d'une certaine manière de ses moyens. Donc, je ne sais pas s'il faut parler de nouveaux cycles, mais en tout cas, quand on regarde un petit peu sur le plan de l'apprentissage, et là je parle de la formation médicale, ce qui est en train de se dessiner, c'est ce que j'appelle moi ce 3e cycle, qui a commencé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis et qui probablement s'implémentera en Europe sous peu. En tout cas, c'est ma vision de l'apprentissage médical. Alors, réaction de Monique Dagneau, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'on est vraiment dans le schéma? On n'y est pas encore, mais est-ce que ça va dans le sens de ce schéma? Alors bon, le point, l'apprentissage, si j'ai bien compris, très subjectif, c'est adapté à la personne, ça va dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un modèle mon modèle californien renforce absolument le pouvoir de l'individu et la demande de l'individu qu'on s'adapte à sa personnalité, ses attentes, sa subjectivité. Donc chacun a son rythme, quoi. C'est ça, ça se résume à ça. Pardon, oui. Chacun a son rythme, en quelque sorte. Voilà, c'est ça, son rythme, sa façon de fonctionner, etc. Sur le point de la gratuité, parce que cela, ça m'intéresse beaucoup, parce que comme j'avais pas mal travaillé il y a une dizaine d'années sur l'économie de la presse, alors c'était la presse généraliste, donc c'est pas exactement la même chose. Mais moi, je me souviens très bien que je disais que dans ce modèle-là, il y avait de la part du lectorat une attente de quelque chose, je parle sur le numérique, pas sur l'imprimé papier, hein. Je disais que malheureusement ou heureusement, en tout cas, il y avait de la part du public, du lectorat, mais qui est un lectorat d'information généraliste, il y avait une attente, pour une part, de gratuit. Et c'est quand même ça qui se réalise. C'est-à-dire une grande partie, par exemple, des jeunes et des moins jeunes lisent Le Monde en utilisant lemonde.fr et ne s'abonnent pas à toutes les possibilités d'abonnement qu'offre Le Monde. Et je ne sais pas aujourd'hui quel est le pourcentage d'abonnés, mais c'est faible. À une époque, c'est même assez drôle, sur la presse généraliste,
il existait des études qui montraient qu'il y avait à peu près 10% de la population qui, cultivée, ayant des moyens économiques, ayant vraiment une attente d'avoir une information de haut niveau, était prêt à payer pour de l'information généraliste. Vous voyez. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus, mais c'est pas tellement plus. Ce qui fait une économie un peu bizarre, parce que bon, le monde, il se rémunère encore beaucoup sur le papier, même si ses ventes se sont effondrées. Mais pour le coup, si vous regardez la partie digitale, vers le monde numérique, vous avez à peu près peut-être 10 ou 20% des lecteurs qui payent pour 100% de lecteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont plus de contenu. Mais vous oubliez juste de préciser peut-être une chose, c'est que la majorité de la presse généraliste n'est pas déficitaire parce qu'elle est, elle est aidée par l'État, en fait. Oui, mais c'est une réalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce type de presse, s'il n'y avait pas ces aides, serait structurellement déficitaire depuis des années, en fait. Vous avez raison, il y a une aide à la presse, à l'information, à la presse d'information. La presse spécialisée n'est pas du tout aidée. Si, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Je voudrais revenir avec Monique Martinez sur, on va lui donner le micro, pour vous donner des exemples pratiques. On a bien compris votre démarche par rapport à l'art, par rapport à tous ces éléments-là. Mais bon, par exemple, on prend un congrès, juste pour me faire plaisir, un congrès de cardiologie. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous changez par rapport à un congrès traditionnel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a au niveau de repas changé par rapport au fait d'avoir des sessions, d'avoir des films, d'avoir des PowerPoint? Qu'est-ce qui change concrètement pour les gens qui viennent dans ce congrès? C'est très trivial comme question, hein, mais c'est pour essayer de bien comprendre comment on se projette dans le vrai. Alors, je pense que ce que j'expliquais, c'est-à-dire cette capacité à avoir un regard justement qui éprouve la façon dont les éléments, par exemple, scénographiques sont mis en place, comment la scène, quel est le rapport entre la scène et le public, qui est souvent un rapport frontal, de la nécessité de casser justement les moules de la disposition des participants, le fait de faire participer les cardiologues, ou les médecins, à des dispositifs où eux-mêmes vont être générateurs de savoir. Il y a des tas de façons de revoir et de réinventer les sessions et les formes de transmission du savoir. Donc le regard, disons, qui intègre la spécificité de chaque support, artistique, médiatique aussi, car les nouvelles technologies, la frontière entre l'art et les nouvelles technologies est à questionner aussi, font que le design de session va intégrer justement des dispositifs ou des agencements en fonction de l'intentionnalité de celui qui organise le congrès. Et ça, je crois que c'est très important. Souvent, on va dans des congrès qui sont encore dans des organisations de type traditionnel, comme une scène à l'italienne, où il y a une espèce de verticalité de la parole qui est proférée. Et donc tout ça, c'est... Donc ça veut dire que vous mettez les orateurs au milieu et les gens autour? Il y a tout est à inventer. Les gens se lèvent, vont discuter ensemble. Quand vous avez 500 personnes, comme ça, vous arrivez à les faire jouer ensemble? En tout cas, nous, on cherche sur les formes de renouvellement. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un renouvellement. Ouais. Mais je veux dire, vers quoi on va, quoi. C'est ça la vraie question. De toute façon, il y a des congrès différents en fonction des communautés. Il y a des communautés plus ouvertes que d'autres. Il y a des types de congrès différents. Donc tout ça, c'est de la recherche. Il y a aussi on sait que l'art produit toujours sous contrainte. Il y a des contraintes plus ou moins coercitives. Donc bon, voilà, tout ça, ça dépend. Mais en tout cas, le mouvement de chercher et de reconfigurer, de redesigner les sessions est très important, je crois, à l'heure actuelle. Je reviens sur Francis Eustache, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que le cerveau pouvait être au repos, que classiquement, on dit la nuit, le sommeil, c'est là, en fin de compte, où l'on acquiert, où on garde en mémoire ce qu'on a pu apprendre dans la journée. Que sait-on de plus? Je cite votre livre aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un livre qui s'appelle « La neuroéducation, la mémoire au cœur des apprentissages » chez Odile Jacob. Donc si vous voulez en savoir plus dans ce domaine, je ne cite pas le dernier, qui est Ma mémoire et les autres, le pommier, parce qu'il est un petit peu différent. Mais voilà, celui de la neuroéducation est intéressant, parce que c'est typiquement ce dont on parle. Alors, d'abord, quand le cerveau ne fait rien, il fait rien. Alors, le cerveau qui ne fait rien. Là, on est là, tranquille, on vous écoute. Est-ce que le cerveau fait rien? Ça, c'est une découverte vraiment qui vient de l'imagerie cérébrale.
le cerveau est toujours en activité. Le sommeil, je pourrais en dire un mot, si vous voulez. Après, je vais en dire un mot, mais je vais répondre directement à votre question. Est-ce que le cerveau est au repos? Et une des grandes découvertes de l'imagerie cérébrale alors il y a des travaux très anciens, mais le chercheur qui a montré ça, c'est au tout début des années 2000. C'est un chercheur de Saint-Louis, Missouri, Marcus Reichel. En fait, l'idée, c'était quand on faisait les travaux en tomographie par émission de positons, on proposait des tâches, on avait différentes tâches que l'on proposait aux participants, et puis on avait toujours une mesure dite au repos. C'est-à-dire qu'on disait au sujet, vous êtes bien calme dans la caméra à positons, vous ne bougez pas, vous ne vous endormez pas, mais bon, vous ne faites rien de spécial. Et surtout, vous n'orientez pas votre esprit vers une pensée particulière, hein, oui, vous laissez divaguer votre pensée. Et schématiquement, quand on regardait toutes ces mesures, eh bien, globalement, le cerveau était toujours en activité. Quand on mesurait l'activité générale du cerveau, c'était comparable. Les différences, elles étaient locales. C'est-à-dire qu'il y avait des activations. Si on orientait, par exemple, vers une tâche perceptive visuelle, on voyait les aires occipitales. Si on orientait vers des tâches de langage, on voyait l'hémisphère gauche qui était plus actif. Ou si c'était du spatial, c'était plus l'hémisphère droit. Vous voyez, il y avait une modulation comme ça, mais le cerveau était toujours actif. Et Marcus Reichel a eu l'idée donc, de dire, puisque ce cerveau est toujours actif, mais qu'est-ce qui se passe quand le sujet est au repos, avec plein de guillemets? Mais en fait, il y a des régions du cerveau qui s'activent quand on est au repos. Et donc, il a baptisé ce réseau, le réseau du mode par défaut. Par défaut, parce que vous voyez, par défaut, quand notre cerveau, quand notre esprit-cerveau n'est pas orienté vers une activité ou n'est pas stimulé, vous voyez, quand on n'est pas dans une situation stimulus-réponse, eh bien, des régions du cerveau s'activent. Alors, ce sont des régions médianes qui sont maintenant bien connues, hein, je peux vous décrire le gyrus singulaire antérieur ici, toute une série pas de gros mots. Toute une série de régions comme ça qui sont maintenant extrêmement bien connues. Et ce qui est connu aussi, alors maintenant, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais ce qui est connu, c'est que c'est une région du cerveau très sensible aux pathologies. C'est-à-dire qu'on va voir que ce réseau, il est déstructuré pratiquement dans toutes les grandes maladies neuropsychiatriques, comme la maladie psychiatrique comme la schizophrénie, maladie neurologique comme la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas la même déstructuration, ce sont des maladies très différentes, mais c'est un réseau qui est très important. Et on commence à comprendre sa fonctionnalité. À quoi ça sert? Alors ça sert, d'une part, ça nous permet quand même de surveiller l'environnement. C'est-à-dire que quand on est dans le mode au repos, on est quand même vigilant. Alors c'est typiquement quand on conduit une voiture sur une autoroute où il y a très peu de monde, vous voyez, c'est très calme. Donc ou dans une route de campagne qui n'est pas trop sinueuse, vous voyez, on laisse aller les pensées. Ou quand on est dans son canapé, puis on n'a rien de spécial à faire, on se détend un peu, vous voyez. Et on part dans des pensées qui sont parfois imaginatives. Vous voyez. On peut penser à son passé, mais on peut imaginer des choses même un peu farfelues. On laisse aller les choses. Ça, c'est très important. Donc, on surveille et en même temps, on laisse aller ses pensées. Et ce qui semble, alors là, on est dans des hypothèses. Il semble que ce réseau il soit extrêmement important pour consolider nos informations. Là, on revient vraiment à la mémoire. C'est-à-dire que ce réseau du mode par défaut, c'est aussi un réseau qui est très proche, qui est très, très connecté aux grandes régions de la mémoire, comme les hippocampes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et tout se fait comme si c'était un moment essentiel à la synthèse. C'est un moment où alors on en a un petit peu conscience comme ça, quand on réfléchit à la fonctionnalité, mais les travaux de neurosciences tendent à aller dans ce sens-là. Donc c'est un moment qu'il faut en quelque sorte protéger, quoi. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté de ces moments-là, parce que c'est des moments très importants pour structurer, pour synthétiser nos connaissances. Et donc la nuit, le sommeil, c'est pas la même chose. La nuit, c'est une autre aventure, hein, même s'il y a certainement des ponts entre l'un et l'autre, parce qu'avant de s'endormir, généralement, on a ces moments d'un peu de divagation mentale, mais on ne s'endort pas tous de la même façon. Il y a des gens qui s'endorment plus vite que d'autres, etc. Il y a des grandes différences interindividuelles. Ça a été dit par vous tous, c'est vrai. Et c'est vrai que les apprentissages, c'est aussi ça, c'est s'adapter aux différences interindividuelles. On est aussi très différents pour le sommeil. On a des sommeils qui sont très différents les uns des autres. On a même des durées de sommeil qui sont très différentes les uns des autres. Par contre, il faut protéger aussi le sommeil pour les apprentissages.
Ça, on le dit jamais assez trop. Il faut penser aux enfants, il faut vraiment penser aux enfants, il faut protéger les enfants, il faut protéger les adolescents, il faut être un peu directif. Et il faut que les enfants dorment, sinon ils apprennent mal. Hein, ça. Et les écrans le soir, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Hein. Les lumières bleues, c'est catastrophique parce que on dit au cerveau, même si la personne a l'impression d'être fatiguée, on dit à son cerveau, l'écran dit à son cerveau, c'est le matin qui arrive. Donc évidemment, il y a une espèce de dissonance là, et c'est catastrophique. Donc on a besoin de dormir. Et le sommeil, les différents stades du sommeil, je suis obligé un peu de schématiser, il y a différents stades qui sont tous importants pour les apprentissages, il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. Et on a besoin de ces différents cycles du sommeil pour consolider. Et alors c'est un petit peu magique parce que le sommeil, on se dit, on n'a pas conscience. C'est pas tout à fait ça. Le sommeil, on a une conscience différente. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience. Parce que si on a un bébé dans la pièce, on ne va pas dormir de la même façon que si on est vraiment tout seul. Vous voyez, on garde quand même un lien avec l'extérieur. On a des micro-éveils aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas, complètement coupé du monde. Et ce qui fait que ce qu'on consolide, on le consolide quand même avec... on garde la main d'une certaine façon. Vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas... il y a la veille, il y a ce qu'on vit, et puis le sommeil, il y a une grande page de plusieurs heures, et puis le lendemain, on a consolidé. C'est plus complexe, plus subtil que ça. Hein. Mais en tout cas, il faut protéger le sommeil des adultes. Alors les adultes, c'est pas facile, parce qu'il faut se lever de bonne heure, il y a les transports, il y a tout ça. Mais il faut surtout penser aux enfants, parce que on sait que le temps de sommeil se rétrécit dans nos sociétés, et c'est un point majeur. Alors, une dernière intervention de Daniel Rodriguez, après on vous passera la parole, bien évidemment, on commencera à débattre tous ensemble, on a une bonne demi-heure devant nous, donc tout va bien. Daniel Rodriguez, je crois que vous avez fait, vous, une enquête qui permet de savoir un petit peu ce que les autres pensent, parce que là, on parle entre nous, mais en fin de compte, ceux qui consomment, entre guillemets, ou qui partagent, ou qui créent ensemble les contenus, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Tout à fait. En fait, on a fait une enquête auprès de notre population d'abonnés, de nos abonnés de revues de formation en langue française. Et je trouve intéressant de partager un certain nombre de retours parce que, comme vous le disiez, finalement, on a des visions stratégiques parfois. On est dans un secteur en pleine mutation, des nouvelles potentialités qui se présentent, mais finalement, est-ce que les lecteurs à qui on s'adresse sont, d'une certaine manière, au même niveau de maturité que nous et voient l'évolution des contenus auxquels ils s'abonnent de la même façon? Alors, on a eu un peu plus de 2000 réponses, ce qui est quand même un échantillon tout à fait remarquable. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui trois types de questions qui ont été posées. La première concerne les habitudes de lecture. On leur a posé en fait une question très simple, c'était la suivante, c'était de savoir s'ils consultaient plutôt les versions papier, plutôt les versions électroniques de leur revue ou les deux. Et en fait, les réponses sont 60% des personnes qui ont répondu, donc les 2000 personnes, consultent des articles des revues auxquelles ils sont abonnés, à la fois en version papier ou électronique, donc ces 60% ont un double usage. 30% d'entre eux ne consultent que le papier, et seulement 7% consultent la version électronique. Et pour être tout à fait honnête, ça a été une surprise pour moi, parce que je pensais que l'appétence pour l'électronique était beaucoup plus forte. Donc parmi cet échantillon assez représentatif, puisque c'est plus de 2000 personnes, seuls 7% déclarent ne consulter leur contenu, leur article de formation, uniquement sur la version électronique. La deuxième rubrique concernait la langue de publication. Et là, on n'en a pas du tout parlé. D'ailleurs, c'est une question que je souhaitais poser. Finalement, dans l'acquisition, est-ce que la langue est quelque chose de décisif? Et la question qu'on a posée, en fait, c'était est-ce que nos lecteurs souhaitaient voir évoluer la langue de la revue auquel ils étaient abonnés? Et pour près de 80% d'entre eux, ils ont répondu que non, que le français devait demeurer la langue. On parle bien sûr de contenu de formation, je ne parle pas de contenu, entre guillemets, scientifique, mais il semblerait, là je fais une petite extrapolation, que dans cet apprentissage ou cette transmission d'informations, la langue, probablement la langue native, a un aspect, je ne sais pas s'il faut dire décisif, mais extrêmement important.
Troisième série de questions qui a été posée, c'était finalement comment ils voyaient l'évolution de leur revue, et notamment avec tous les progrès technologiques, les réseaux sociaux, etc. Et là aussi, les réponses ont été assez intéressantes, s'il y arrivait, puisque pour 60% des répondants, 60% des répondants considèrent que les nouvelles technologies de communication, et notamment les réseaux sociaux, vont se développer en complément des revues et pas en substitution des revues. Donc ils le voient à terme, c'est leur vision, comme quelque chose qui va finalement permettre de créer une sorte d'écosystème autour de la revue, mais pas de se substituer à la revue. Et seuls, et j'en terminerai là, seuls 12% d'entre eux considèrent que les nouvelles technologies vont à terme remplacer les revues auxquelles ils sont abonnés. Monique Dagneau, ces chiffres, ça vous surprend? C'était prévisible? On est en marche vers quelque chose? En bonne sociologue, je vous aurais d'abord demandé si vous avez fait des tris croisés par âge et par, disons, spécialité, enfin, j'imagine. On a fait des tris par environnement professionnel, par âge, mais bien évidemment, là, l'idée, c'était pas de restituer l'intégralité. Alors, le fait, comme c'est une revue spécialisée où j'imagine que les gens qui vont en ont un vrai besoin professionnel, c'est pas du tout la même chose que de l'information comme ça, globale, qui peut aller de l'information sérieuse au divertissement. Donc, les résultats ne m'étonnent pas trop à cette nuance près que j'aurais bien aimé connaître les âges. Parce que le papier, quand même, disparaît beaucoup pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui lisent surtout sur écran. On peut le déplorer parce que c'est vrai qu'il y a ça a pas mal d'effets. Non, mais pour le soir, vous avez raison, j'aurais pu vous donner des chiffres sur la place des écrans. C'est une chose absolument terrible dans notre société, mais c'est un autre sujet. Et que les réseaux sociaux viennent en complément de contenus structurés, sérieux, à la fois, c'est tout à fait ce que je pense, c'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir aussi du collaboratif autour de vos contenus, mais c'est vrai que pour l'apprentissage, on n'apprend pas que par l'échange. Par exemple, il y a des gens qui imaginent que, par exemple, l'école 42, on imagine qu'il n'y a plus d'enseignants. L'école 42, c'est l'école du code, lancée par Niel et tout ça. Et on dit que finalement, il n'y a pas d'enseignants et que les individus, les geeks, les étudiants, s'apprennent mutuellement. Moi, je crois, sous réserve d'une bonne enquête sur le sujet, je pense quand même qu'on apprend quand même avec un guide, quelqu'un, même de façon assez verticale d'une certaine façon. Ensuite, qu'il y a autour de ça des échanges, des réactions et tout ce qui est de la communication de type réseau social, ça me paraît tout à fait l'aspect novateur dans le monde moderne et dans le monde de la presse. Francis Eustache, une petite réaction. Est-ce qu'on apprend de la même façon dans sa langue maternelle ou dans une autre langue? Puis, de façon plus générale, sur le sujet que vous abordez, je trouve que c'est très intéressant. Cette année, on a monté avec plusieurs collègues un enseignement à l'École normale supérieure à Paris qui s'appelle CogMaster. C'est un master de sciences cognitives. Et les étudiants sont d'horizons, c'est une particularité extrêmement diverse. Il y a des médecins, des neuroscientifiques, des linguistes, des gens qui viennent d'écoles de commerce, de communication, etc. C'est extrêmement divers. Et donc, il y a un enseignement qui est fait. Moi, je m'occupe de l'enseignement sur la mémoire avec plusieurs collègues. Et il y a eu au début de l'année, les étudiants ont mis en place une espèce de forum de discussion qui a lieu le soir sur les modes d'enseignement. C'est un peu le sujet qui est traité ce soir. Donc, ils ont passé en revue, évidemment, toutes les méthodologies nouvelles. Mais en fait, c'est étonnant, parce que par certains côtés, alors que ce sont des jeunes hyper performants, complètement branchés sur les nouvelles technologies, en fait, ce qu'ils adorent le plus, c'est l'enseignement traditionnel. Pour peu qu'il y ait vraiment une interaction. Ils sont à la demande. Avec donc une mise en scène particulière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas les nouvelles technologies. Ils sont complètement branchés sur les nouvelles technologies. Et alors, il y a eu quelque chose d'assez amusant, parce que c'est vrai qu'ils ont tous un ordinateur, comme de plus en plus dans les cours. Ils ont un ordinateur. Et moi, je vois bien quand ils prennent des notes. Mais je vois bien qu'ils font autre chose que prendre des notes.
Et d'ailleurs, je leur dis, parce que quand je les vois rigoler, je leur dis, là, j'ai pas fait de plaisanterie. Quand ils rigolent, après que j'ai fait une plaisanterie, je suis content, parce que ça veut dire qu'ils ont compris ma plaisanterie. C'est pas toujours le cas, mais quand je leur dis, qu'est-ce qui vous arrive? Et alors bon, ça les gêne. Moi, j'aime mieux leur dire. Mais alors, c'est très amusant, parce que dans ce forum du soir, là, eh ben, ils en sont presque à se poser des règles. Dire c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Moi je leur dis écoutez, vous êtes grands, mais c'est sûr que vous n'êtes pas cohérents parce que vous profitez pas en quelque sorte de l'enseignement qui est devant vous. Alors moi je parle pas forcément des gens de mon âge, mais il y a un jeune un jeune chercheur INSERM qui a 35 ans, enfin, qui leur a fait un cours. C'est pareil, ils étaient ravis quoi, parce qu'ils voyaient, ils ont pu s'identifier à un jeune qui est extrêmement créatif, etc. C'était hyper dynamique. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est vraiment cet échange. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'antinomie. Je pense que c'est vraiment... l'enseignement et la formation, ça revient à ça. C'est vraiment bénéficier de tous les moyens modernes possibles. Et là, ce qui est bien, c'est que là, ils peuvent butiner un peu, ils peuvent aller chercher vraiment ce qui les intéresse, parce que c'est très varié. Mais en même temps, le lien avec le prof, le spécialiste, que ce soit quelqu'un d'un peu senior comme moi ou un junior, on ne peut pas remplacer ça, quoi. Et ils en ont extrêmement conscience de ça. On va donner la parole à la salle, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions, témoignages, d'accord, pas d'accord, vous avez vous-même fait des études, etc. Qui va oser poser la première question? Autrement, je me tourne vers André Grimaldi. Non, madame, alors il y a des micros de prévus peut-être? Non, je ne sais pas. Non, c'est les micros de nos intervenants qui servent très bien. Voilà, vous avez la gentillesse, un peu plus haut, voilà. Vous avez la gentillesse de vous présenter et on vous écoute bien volontiers. Bonsoir, je m'appelle Elodie, je travaille chez Elsevier Masson. Je voudrais savoir ce que vous pensez des MOOC. Alors, c'est les court. Les MOOC, sont des petits films très courts sur un sujet. Non, les formations. Les enseignements qui se font via massive, Internet. online. Oui, mais un MOOC, c'est aussi... Le contenu, c'est ça. C'est notamment des petits films très courts sur un sujet. Ça en fait partie. Oui, aussi, mais le fait de suivre une formation... à distance, de façon plus toutes large, les semaines. C'est ça, aujourd'hui, les universités en fait mettent en ligne des MOOC, c'est-à-dire l'enseignement qui est fait par les différentes personnes, et où on écoute typiquement, moi, j'ai tourné un certain nombre de MOOC comme ça, mais je pense que c'est bien, et pour l'enseignant, en plus, ça lui permet de synthétiser quelque chose dans un format court. Je trouve ça très bien. En même temps, je pense que c'est insuffisant. Enfin, je reviens à ce que je disais tout de suite avec les élèves de l'ENS. Je pense que ce sont des outils qui sont très intéressants, mais moi, je déplorais le fait que l'enseignement se réduise à ça, quoi. Il faut quand même être sérieusement curieux quand on est jeune et qu'on veut apprendre, parce qu'en fin de compte, on a en effet une quantité de choses à disposition. Comment est-ce qu'on arrive à savoir que tout existe? Parce que c'est ça un peu le problème, parce qu'on a une carte fantastique, mais il n'y a pas un menu quelque part qui vous dit, tiens, si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça. Donc on est dans une phase à l'heure actuelle qui est quand même un petit peu interrogative. Oui, sur les MOOC, parce que je pense que vous conceviez ce que certaines universités ont essayé de faire, c'est-à-dire de proposer un enseignement à distance fondé sur des MOOC, c'est-à-dire sur un enseignement qui passe par effectivement un film, mais beaucoup plus structuré que des petites images, que les conférences TED, par exemple. Alors, je sais qu'aux États-Unis, à un moment, alors c'est parce que les nouvelles technologies, à un moment, il y a des fulgurances, des enthousiasmes, et à un moment, on a pensé que ça allait être, comme il y a un besoin d'éducation mondiale, que ça allait être un vecteur très important pour intensifier l'éducation, notamment l'éducation supérieure. Je ne sais pas aujourd'hui si on a fait des évaluations là-dessus, parce que j'ai tendance à penser que les MOOC, ça peut être intéressant pour compléter, mais que ça ne peut pas passer que par des MOOC. Voilà, grosso modo, c'est un peu ce que je dirais. Il me semble que ne pas être en contact direct, alors ce que vous appelez le présentiel, moi j'appelle le monde réel, le monde physique, il y a quand même une partie de l'enseignement qui passe par le monde physique et donc le rapport direct avec des enseignants. Voilà, monsieur. François Laken, ancien rédacteur en chef du journal de chirurgie, maintenant Journal of Visceral Surgery. À propos des MOOC, il y avait ou MOOC, je ne sais pas ce qu'il faut dire,
dans le Monde, dans les 15 jours qui précèdent, il y a eu un article qui, justement, compare le présentiel au MOOC, en ce sens qu'une étude a été faite sur plusieurs milliers de cas où le même enseignement a été soit choisi exclusivement par MOOC, soit pouvait être donné exclusivement en présentiel. Ça n'a pas été randomisé, je pense, mais quand même, c'est-à-dire que certaines personnes pouvaient, ou plutôt ne pouvaient pas aller au présentiel et se servaient exclusivement du MOOC. Et en tous les cas, cet enseignement se terminait par des épreuves sur les questions qui étaient traitées. Et on a montré que les résultats du présentiel étaient supérieurs à celui du MOOC. Alors, je sais bien qu'il y a un biais, mais quand même. Justement, dans le modèle californien, est-ce qu'on évalue à un moment ou un autre? Est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'on essaye d'avoir des points de repère? Parce que vous dites c'est créatif, c'est interactif, c'est libre, tout circule, etc. Est-ce qu'il y a un moment où on s'évalue? On s'auto-évalue, oui, je sais pas, où on s'évalue par rapport aux autres. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'évaluation permanente. Je veux dire, on essaye. Mais je pense que dans ce modèle, il y a plein d'expériences qui ont été lancées. Moi, je suis très contente d'entendre parler de ce test sur personnes enseignées uniquement par MOOC et d'autres de façon plus avec enseignants. En permanence, vous avez des évaluations. Je vous donne un exemple. Le livre numérique, ça devait être génial, ça devait être l'avenir. Le nombre de personnes qui vous ont dit mais on ne va plus jamais utiliser le livre, le papier, l'imprimé, terminato. Pas du tout. Le livre numérique a atteint très rapidement sa saturation. Vous avez en France à peu près 5% des individus qui lisent sur le livre numérique. C'est plus aux États-Unis. Mais il y a aussi saturation et il y a une majorité de gens qui lisent sur le livre imprimé. Et je pense qu'il y a des choses comme ça donc, qui sont évaluées. Pour le moment, le livre numérique ne marche pas du tout. Et je dirais qu'il y a Umberto Eco qui a dit une chose quand même forte sur les technologies de lecture. Il a dit la technique du feuilletage est indépassable par rapport au numérique. D'autres interventions? Oui. Voilà, on va venir vers vous. Roger Mélinger, il y a deux données incontournables dans tous ces problèmes. Mettez bien le micro près de votre bouche, s'il vous plaît. C'est que, les journées ont toujours que 24 heures. Et deux, c'est que la somme d'informations ne cesse de croître. Donc, à mon avis, il est indispensable de faire un tri très important dans cette masse d'informations. Et il n'y a qu'un enseignant qui peut faire ce tri, ou en tout cas quelqu'un qui fait du présentiel. Et on ne peut proposer à tous ces étudiants ou à tous ceux qui cherchent de la formation qu'une information triée, validée, qui puisse tenir dans le créneau de 24 heures. Mike Martinez, tout à l'heure, vous disiez, en fait, on ne veut plus de programme, on fait des dispositifs. Je rebondis sur ça. Ah, on n'a plus qu'un micro, excusez-nous, on est un peu pauvre en micro, mais on va y arriver. Alors, quand on dit présentiel, on a tendance à penser, ça revient dans le vocabulaire employé, verticalité. Je crois qu'effectivement, la notion de guide, la notion de dispositeur, justement, l'enseignant est celui qui va pouvoir, grâce aux différents supports numériques et qui doivent varier aussi pour éviter justement l'ennui, la répétition dans une société quand même de zapping, enfin où les jeunes ont de plus en plus de mal à se concentrer. L'enseignant est celui qui justement va être capable de mettre en scène des savoirs à partir de supports. C'est pour ça que le concept d'intermédialité me paraît très très important. Donc je pense que il vaut mieux que le guide ou que l'enseignant soit celui qui permette à l'apprenant de construire son parcours de formation pour stabiliser des savoirs, des connaissances, plutôt qu'effectivement de lui donner déjà tout fait un savoir. Je pense que ce n'est pas votre question, hein, mais en tout cas, c'est évident votre réponse, que
la pédagogie inversée telle qu'on la pratique actuellement donne des résultats à partir du moment où elle est maîtrisée, où elle est théorisée, où elle est bien appliquée. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Il y a un point fondamental pour apprendre, c'est la profondeur de l'encodage. Il faut revenir aux fondamentaux, quand même. Si on ne traite pas l'information en profondeur, c'est-à-dire avec le sens, alors c'est vrai des langues, parce qu'apprendre dans une langue, par exemple apprendre en anglais, il faut que les étudiants connaissent l'anglais, ou alors il faut que l'anglais fasse partie de leur apprentissage indispensable. Et sinon, ça n'a pas de sens, évidemment. C'est quelqu'un qui vient en formation, s'il ne vient pas pour apprendre de l'anglais, on ne va pas lui apprendre en anglais. C'est l'exemple extrême. Mais surtout, pour tout ce que l'on va proposer aux personnes, il faut que l'information soit traitée en profondeur. Et le risque quand même du numérique, c'est que la personne passe d'une information à l'autre sans la traiter en profondeur. Et le prof, s'il faut lui redonner ce nom-là, il doit être là justement pour guider et faire en sorte que la synthèse se fasse. Alors, ce qui est intéressant des multiples dispositifs, c'est qu'on peut accéder comme ça à des besoins un petit peu divers du public. C'est ça, je trouve, qui est intéressant. Et que l'enseignant, enfin entre deux, peut permettre de guider la personne. Mais c'est quand même ça qu'il faut privilégier, c'est que la personne ne fasse pas un zapping généralisé d'une information à l'autre, même si elle est contrôlée, parce que les MOOC, l'intérêt, c'est que ce sont des grandes universités, etc. Quelque part, il y a un tampon, donc ça, c'est vraiment important. Mais il n'empêche que si c'est traité, les sujets, il faut les comprendre pour les assimiler. Oui, Madame, là, juste là, au milieu. Après, je reviendrai vers vous pour une question, parce que dans tout ce qu'on dit là, on trouve que c'est bien, c'est peut-être l'avenir, c'est positif, mais j'aimerais qu'on parle aussi des points négatifs de notre histoire. Donc je poserai cette question-là tout à l'heure. Bonjour, oui. Je travaille chez les Olivier Masson. En fait, vous venez de répondre à la question que toute j'avais la salle est posée. Olivier Masson, mais je rêve. Le titre de la table ronde laisse penser qu'en fait, donc, la formation doit s'adapter à ce qu'on découvre du cerveau. Donc, effectivement, enseigner en profondeur. Mais pourquoi ce ne serait pas l'inverse de manière positive ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le cerveau ne s'adapterait pas de manière positive à tout ce qu'on est en train de subir pour l'instant? Par exemple, vous disiez la somme d'informations qui fait qu'on n'arrive plus à se concentrer, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on devient multitâche. Pourquoi pas ? Et vous parliez, un autre petit exemple, vous parliez du fait qu'il ne faut pas... Enfin, je me fais l'avocat du diable. Qu'il ne faut pas lire sur la tablette le soir à cause de la lumière. Le cerveau l'identifie comme le matin. Vous êtes le diable. Voilà, ma foi, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que le cerveau ne s'adapterait pas, justement ? Enfin, le cerveau va apprendre. Il va faire à un moment la différence, peut-être pas demain, mais bon, dans quelques temps. Il va faire la différence, il saura que la tablette, ça ne veut pas dire que c'est le matin, c'est autre chose. Et puis il va s'adapter, et puis on s'endormira, et puis on se réveillera le matin. Enfin, moi je pense que l'éducation, je pense qu'il faut être un tout petit peu plus directif sur ces points-là, sur des points comme ça, sur des points, la protection du sommeil, etc. Alors, la question que vous posez là, c'est un vrai débat. Il y a des forums entiers sur Internet sur le fait que est-ce que les jeunes, notamment, vont être de plus en plus performants, vont être de plus en plus multitâches, etc. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on s'adapte à de multiples situations. Quand je dis le on, c'est quasiment l'espèce. L'espèce humaine va s'adapter. Mais par contre, il y a des goulots d'étranglement. Il y a un moment où ça ne passe plus. S'il y a trop d'informations, l'information ne passe plus en profondeur. Et ça, vous ne pouvez pas. Il y a un moment, ça ne passe plus. Vous voyez, c'est quasi mécanique. Et il y a un autre aspect, puisque vous vouliez qu'on aborde les points plus négatifs, c'est le lien entre quand même la mémoire interne et la mémoire externe, qui est un vieux problème, qui est aussi vieux que le monde. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré que l'homme a toujours compris ça, qu'il avait des mémoires internes, et puis qu'il ne savait pas tout. Et donc, il fallait trouver les bons endroits où trouver l'information. Alors, ça pouvait être les sibylles à un moment donné, ça pouvait être les experts. Après, il y a eu l'écriture, qui est quand même quelque chose de formidable, l'imprimerie, donc avec quelque chose de beaucoup plus diffus, puis les moyens de communication modernes. Et avec les moyens de communication modernes, quand même, le risque, alors il ne faut pas être passéiste, c'est plus un débat, c'est une réflexion.
Mais le risque, c'est que l'information soit à l'extérieur. Et si vous ne... Et je reviens au réseau du mode par défaut. Si vous ne privilégiez pas le traitement en profondeur de l'information, premièrement. Deuxièmement, des moments où votre cerveau peut travailler à son gré sans être en stimulus-réponse, voyez, de façon permanente. Et si vous ne privilégiez pas le sommeil en plus, ben vous êtes... J'étais aux Utopiales de Nantes il y a 15 jours. C'est un endroit très, très amusant parce que c'est à la fois la science et la science-fiction qui cohabitent. C'est très amusant parce que on est à la limite de la science et de la science-fiction. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se faire attention, quoi. Il faut avoir des connaissances extérieures, il faut avoir des encyclopédies, qu'elles soient en numérique ou pas, mais il faut aussi que l'on soit capable de faire la synthèse. Et quand vous devez argumenter, vous n'avez pas forcément votre smartphone dans la main. Oui, juste dire que Michel Serres disait que l'homme dit que l'homme est un animal qui perd et qui a tout perdu, même jusqu'à sa mémoire, et donc que finalement il lui reste maintenant cette capacité à penser librement, justement parce qu'il a délégué à l'extérieur toutes ses capacités. Je crois que vous n'allez pas être d'accord. C'est pas un point positif, mais on pourra en discuter. On va pas faire le débat. Monsieur là-haut, allez-y. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur l'histoire des supports. En fait, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le fait qu'il faut avoir une diversité des supports, enfin que c'est comme ça qu'on va maintenir l'attention des gens. Je pense que l'attention des gens, c'est aussi surtout qu'est-ce qu'on a envie de se donner comme temps. Si quelqu'un a envie de prendre 5 minutes pour lire un article qui fasse 1000 caractères, que ce soit sur Internet, sur une tablette ou sur un journal, ça va lui sembler trop long. À l'inverse, si vous faites un article en 200 caractères, qu'il soit sur un journal, sur une tablette ou sur un ordinateur, vous ne pourrez pas aller dans la profondeur des choses. Pour rebondir sur l'histoire des 24 heures et du coup sur la pertinence et le choix des sujets abordés, je pense qu'il y a une énorme différence entre le numérique et le papier que j'entends pas assez souvent, et pour moi qui est la seule, c'est la capacité d'évaluation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un papier, vous le distribuez dans des kiosques, vous ne pouvez pas savoir comment les gens ont pris le temps de le lire. Est-ce qu'ils sont venus plusieurs fois? Est-ce qu'ils ont lu 10 lignes, puis sont passés à autre chose? Est-ce qu'ils sont revenus lire l'article d'après? À quelle heure? À quel moment? Enfin, en gros, comment ils ont lu? Vous êtes incapable de le dire. Par contre, quand vous êtes sur une application, sur un smartphone ou sur un ordinateur via les navigateurs, vous êtes capable de regarder en gros où on regarde, surtout sur un téléphone ou une tablette parce que l'écran est plus petit, combien de temps on y passe et à quel moment on le fait. Et du coup, si on commence à analyser qui regarde quoi, dans quelles conditions, selon les profils, alors on va pouvoir en fait évaluer l'information. Est-ce que l'information a été pertinente parce que est-ce que les gens y sont intéressés ou pas? Est-ce qu'il y a des moments où il fallait aller plus vite parce qu'on l'a vu que la personne elle a scrollé, enfin elle a fait défiler sur un chapitre parce qu'elle n'est pas rentrée dedans? Est-ce qu'à un moment elle est revenue dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ma question c'est oui. À quand cette évaluation? Voilà, le problème de l'évaluation que j'évoquais tout à l'heure, qui est un élément quand même qui peut faire avancer un peu le schmilblick. Non, vous avez raison, sauf que je suis sûre que mon voisin sera d'accord. Ce qu'on peut mesurer sur l'audiovisuel ou sur un smartphone, c'est le temps que vous avez passé. Est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment lu en profondeur le texte? Regardez, ça reste dans les mystères du cerveau. Mais vous vouliez me poser une question sur les dérives. Oui, sur les points négatifs et les dérives de tout ça, parce que tout ça, ça paraît sympathique, ça semble être l'évidence, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment si évident que ça? Écoutez, jusqu'en 2013-2014, il y a eu dans nos sociétés ce que j'appellerais une cyber-béatitude. C'est-à-dire qu'on a pensé quand même que plein de choses s'ouvraient, qu'il y avait de l'information qui circulait, que c'est vrai peut-être aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on lit peu de beaucoup, alors qu'avant on lisait... Non, on lit beaucoup de peu. Non, on lit peu de beaucoup, alors qu'avant on lisait... Non, on lit bon, d'accord, on lit peu de beaucoup de sites, alors qu'avant on lisait beaucoup de livres, de peu de sites, des livres. Et donc, bon, on a pensé que c'était un progrès
gigantesque. Et effectivement, il y a plein de dérives qui sont tout à fait notées, observées. Les enseignants se plaignent. Disons que la cyberbéatitude, elle a laissé place à une certaine cyberangoisse aujourd'hui depuis 2-3 ans. Mais ce que je voudrais dire, c'est alors justement comme membre du CSA, ce qui m'avait frappé, c'est que sur les médias anciens, qui sont circonscrits nationalement, on a une capacité quand même de réguler. Et on régule beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer le cadre juridique qui supervise tout ce que vous lisez sur papier ou même ce que vous regardez à la télévision. Par contre, sur Internet, ce qui m'a paru vraiment frappant et qui m'a énormément étonnée et poussé même à mes travaux ultérieurs, c'est qu'on avait décidé, les pouvoirs publics, la communauté européenne, je dirais que le monde entier, avait décidé que la seule solution, c'était l'autorégulation. C'est-à-dire que du coup, les États n'étaient plus présents, les instances, les autorités, les magistères politiques ou administratifs n'avaient plus lieu d'être. On devait donner aux individus les informations pour s'autoréguler. À nouveau, on revient à l'individu. Et aujourd'hui, il y a quand même suffisamment d'analyses et d'interrogations sur ce nouveau monde pour que, me semble-t-il, les pouvoirs publics, les États, et plutôt au niveau mondial, c'est la communauté européenne, reviennent. On regarde par exemple les dérives sur Facebook, on regarde le rôle, la façon dont des hackers interviennent dans les élections françaises ou américaines. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, les politiques s'interrogent. Alors je ne sais pas, parce que de réguler Internet, c'est vraiment difficile techniquement. Mais je pense qu'on va avoir un retour quand même de volonté étatique ou supranationale autour de ces sujets, parce c'est une culture marchande et il y a beaucoup de dérives qui sont aujourd'hui bien observées. Alors, pour conclure, parce qu'on arrive au terme de ce débat, et pour qu'on ne parte pas comme ça avec des idées un petit peu confuses, je vais vous demander un exercice facile qu'on fait chaque année, c'est-à-dire à chacun en 1 minute, de dire le message, le take-home message classique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Est-ce qu'il faut en effet être... Enfin, je ne vais pas moi qui vous le faire, c'est vous qui allez le faire. On va commencer par Francis Eustache, parce que c'est un spécialiste de la synthèse, il a dit. Oui, la synthèse, mais j'ai envie d'aborder aussi un point un petit peu nouveau, à savoir qu'il y a l'encodage, il y a la récupération des informations. Quand on veut se former, on enregistre et puis on récupère les informations, mais dans un certain cadre. Et les deux sont liés. Les deux sont liés, ça marche dans les deux sens. Je faisais une conférence à Montréal il n'y a pas longtemps, et ça m'amusait parce que à l'arrière, dans l'amphi, il y avait la charte des étudiants et des profs. Il y a une charte entre les étudiants et les profs. Et donc il y a plein d'alinéas. Et un alinéa, c'est que les étudiants doivent savoir, au tout début de l'année, comment ils vont être examinés. Quelle va être la modalité d'examen. Et ça, c'est très important. Et quand on vient à une formation, c'est pourquoi. Est-ce que c'est une formation technique? Est-ce qu'on va être évalué avec des QCM ou je ne sais quoi? Il y a des choses un petit peu techniques. Ou est-ce qu'on vient dans une formation de haut niveau où on acquiert vraiment un savoir complexe? Et à ce moment-là, l'enseignement n'est pas le même. Il ne se fait pas de la même façon. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important. L'enseignement, il a une certaine destination, quoi. Et l'objectif est fixé par qui? Par l'étudiant ou par le prof? Là, vous reprenez l'exemple de Montréal, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce soit dit. C'est-à-dire qu'il va y avoir des enseignements techniques, par exemple en médecine, où il faut connaître un certain nombre de choses. Et là, ça va être plus sous forme de QCM. Donc l'étudiant, il va savoir que c'est au bout du compte que c'est un QCM. Donc on apprend en fonction de la façon dont ça évalue. On apprend complètement de la façon dont on va être évalué et de comment ce que l'on veut apprendre, parce que là c'est une situation scolaire, universitaire, mais de façon plus générale, si on tend vers une expertise, que plus la formation c'est aussi c'est une formation pour des experts, parce que je prends l'exemple du monde médical, puisque vous parlez beaucoup de revues médicales ici. Et donc, le médecin, c'est un expert. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect technique, mais au-delà de l'aspect technique, la formation médicale, elle va aussi beaucoup dans ce sens-là. C'est une formation qui est destinée à des experts. Et à ce moment-là, la vision de synthèse est extrêmement importante.
Je reviens à ma question, si vous permettez. Donc, en 1 minute, les neurosciences, qu'est-ce que ça nous apporte? Je crois que j'ai essayé de vous donner quelques exemples par rapport à l'évolution numérique. Les neurosciences, elles reviennent aux fondamentaux, en fait, que maintenant on a les substrats cérébraux qui nous permettent de comprendre ça, mais traitement en profondeur de l'information. Et donc les moyens numériques, qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont diversifiés, et ça permet un petit peu à chacun d'aller en fonction de ses aspirations, de sa recherche du moment. Mais il faut aussi privilégier le fait que, ce que vous avez appelé le présentiel, mais le présentiel interactif, ça permet de guider et de favoriser cette profondeur de l'encodage. Là, je pense plus aux enfants, mais je pense que pour nous tous, aussi adultes, ça veut pas dire être paresseux, mais je pense qu'il faut se ménager aussi des moments, quoi. Je pense que c'est extrêmement important de briser de temps en temps la situation stimulus-réponse où on est quand même un peu confrontés les uns les autres, je crois. Et puis bon, j'ai parlé du sommeil, ce que vous m'avez posé, ça complète l'ensemble. Voilà, quelques messages. Les 3 points importants. Monique Martinez, un petit mot de synthèse sur ce que vous avez proposé. Moi, je dirais que le grand défi des années qui viennent, c'est de séparer, d'arriver à différencier le vivant du non-vivant. Et je crois que l'art, justement, parce que le spectacle vivant, c'est la coprésence, c'est le fait de pouvoir coexister entre personnes, entre êtres humains, que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs. Et je crois que c'est ce qui fonde véritablement notre humanité. Je crois qu'il faut toujours l'avoir en mémoire et en tête. Monique Dagneau. Et on terminera par Daniela Rodriguez. Allez-y, Monique. Je pense quand même que je terminerai par une note relativement optimiste, parce que pour le moment, jamais autant les individus, les humains, n'ont eu accès à d'informations, de connaissances, de possibilités d'échange les uns avec les autres. Et il faut bien savoir qu'on discute présentiel, non présentiel. Pour la plupart des individus, le numérique, les écrans, c'est un relais et un prolongement du monde réel. Ce n'est pas un enfermement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand même, parce que pour certains, notamment certains jeunes, ça peut être un enfermement pour des tas de raisons. En fait, je pense qu'il faut réfléchir au temps passé devant les écrans. Le vrai sujet, parce que vous ne pouvez absolument pas contrôler ce que vos enfants ou les adolescents font sur les écrans. On peut leur donner des recommandations, évidemment, les éduquer aux écrans, tout le monde veut le faire. Mais finalement, je reviendrai à quelque chose d'assez basique. C'est le temps passé devant, et notamment en relation avec le sommeil et le repos du cerveau, et le fait qu'on soit dans le monde réel, dans ce que vous appelez le présentiel, dans le monde physique. C'est ça l'étiage important, c'est de ne pas passer quand même trop de temps. La moyenne actuelle chez les jeunes dans les études qui viennent de sortir, c'est 4 heures par jour, ce qui est quand même pas négligeable, quel que soit le type d'écran. Daniel Rodriguez. Ma vision, alors pour la presse professionnelle, moi je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique, en fait, tout simplement. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui se développent, qui offrent des potentiels extraordinaires, mais qui parfois, finalement, sont en avance par rapport aux attentes de nos lecteurs. Et je crois que le défi qui sera le nôtre dans les années à venir, c'est finalement trouver le bon dosage, finalement, entre les différentes fonctionnalités qu'on pourra mettre en place et le besoin qui sera exprimé par nos lecteurs, et trouver une sorte de compromis entre les deux. Eh bien, on peut vous remercier et les applaudir pour ce débat.